Bien, bonjour à cette première rencontre. Je vous souhaite la bienvenue à cette première rencontre de notre choix Goncourt du Rio de la Plata, qui est à sa deuxième édition. Nous sommes ravis de retrouver les jurés qui ont déjà participé à la première édition, des nouveaux lecteurs aussi qui viennent enrichir cette discussion littéraire. Euh, donc, en plus de remercier les lecteurs et les encadrants des différentes institutions partenaires, je salue la présence de Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France en Uruguay, Jean-Paul Sêtre, euh, qui va ouvrir cette séance après quelques rappels de ma part. Je remercie bien sûr l'autrice avec laquelle vous allez vous entretenir aujourd'hui, Madame Neige Sino, qui nous a rejoint depuis le Mexique, où elle est sur un tout autre créneau horaire. Je pense que c'est la matinée là-bas encore. Ah, oui, oui. Bien. Donc aujourd'hui, on va parler de Triste Tigre avec son autrice. On va recevoir aussi les questions des étudiants lecteurs. Et moi, je vais vous rappeler un peu le déroulé. Attendez juste que je retrouve mon anti-sèche. Donc, nous allons bientôt écouter monsieur l'ambassadeur. Ensuite, je reprendrai la main pour rappeler un peu qui est Neige Sino et de quoi traite en quelques mots ce roman. Euh, ensuite, nous laisserons Madame Sino vous saluer et enfin on passera aux questions des différentes institutions. On va essayer de faire une du côté Buenos Aires et ensuite une du côté Montevideo et comme ça euh, l'une après l'autre. Euh, Si on a le temps, on pourra ajouter quelques autres questions ou commentaires. Et bon, on clôturera cette séance qu'on anticipe déjà riche et plein de découvertes pour tous. Bien, je passe la parole à Monsieur Jean-Paul Sêtre et je remercie à nouveau d'être tous là pour cette deuxième édition du choix Goncourt du Rio de la Plata. Merci beaucoup, Mathéo, et bonjour à toutes et à tous, plutôt à toutes d'ailleurs, si, d'après ce que je vois sur la mosaïque sur l'écran. Moi, je vais être le moins formel possible, hein. Je ne vais pas faire un discours d'ambassadeur et je crois qu'on a à peu près une heure et je pense qu'on souhaite tous vraiment utiliser au mieux ce temps pour écouter Neige Sino et puis pour échanger avec elle. Je voudrais surtout remercier chaleureusement Neige de nous consacrer ce temps précieux pour échanger avec elle. Je voudrais surtout lui dire que j'ai lu Triste Tigre il y a quelques mois, que c'est une lecture qui m'a marqué, et pas seulement parce que c'est un témoignage poignant, mais j'ai envie de dire aussi, peut-être surtout, parce que j'ai trouvé que c'est un objet littéraire très intéressant, que je me garderai bien devant vous de qualifier, hein, de roman, de récit ou d'autre chose, mais ça, je pense que ça vous appartient, puis ça appartient aussi à tous les lecteurs et les lectrices dans leur perception. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à être là aujourd'hui, puis je vais un peu m'effacer pour vraiment laisser voilà, écouter cet échange. Je voudrais aussi dire combien on est heureux en Uruguay de tenir cette deuxième édition du choix Goncourt du Rio de la Plata, et combien on est heureux de le faire avec nos voisins et amis de l'Argentine. L'Uruguay, c'est un petit pays comparé à l'Argentine, mais c'est un pays très littéraire, c'est un pays qui a beaucoup, très attaché à la littérature française, et peut-être que beaucoup le savent parmi ceux et celles qui sont connectés, mais peut-être que Neige ne le sait pas. Mais par exemple, on a ici à Montevideo, c'est à Montevideo que sont nés trois grands poètes d'expression française, Lautréamont, Jules Laforgue et Jules Supervielle. Et je le rappelle toujours parce que je trouve que c'est pas juste un hasard, je pense que, et cet héritage-là, on le vit, nous, quotidiennement.
Donc voilà, merci à mon équipe qui est autour de moi, Laurence Arnaud qui est la conseillère culturelle, Dario Arce qui est l'attaché culturel et qui sont les artisans du choix Goncourt. C'est une initiative qui est née d'abord de ce côté-ci du Rio de la Plata et on est heureux de le partager maintenant avec nos voisins argentins. Donc merci aussi à tous les référents et toutes les institutions partenaires des deux côtés du Rio. Et merci encore Neige d'être avec nous aujourd'hui. Merci, monsieur l'ambassadeur, euh, surtout pour ce rappel de la genèse de ce choix Goncourt qui a connu avant ces éditions uruguayennes. Et nous sommes vraiment ravis que l'Uruguay nous ait invités à participer, à élargir à l'autre rive, puisque ça a généré un vivier particulièrement riche de lecteurs qui découvrent ou redécouvrent des nouvelles plumes et qui élargissent leur connaissance de la littérature française. Quelque chose qui parfois disons, dans les différents parcours est soit mise de côté temporairement ou négligée au détriment des classiques ou des noms très très établis. Donc nous sommes particulièrement heureux de pouvoir faire découvrir une littérature qui parle d'aujourd'hui aux gens d'aujourd'hui aussi, et qui résonne avec non seulement la vie de tous dans l'actualité, mais aussi avec la contemporanéité, l'histoire récente, aussi dans le dialogue avec les autres écrivains, puisque j'imagine que certains, en lisant Triste Tigre, ont retrouvé des familiarités avec d'autres auteurs, d'autres manières d'écrire. Quelques-uns sont même explicités dans le livre, tels que Annie Ernaux ou Emmanuel Carrère. Et on retrouve des échos de leur œuvre dans cette écriture tellement personnelle et d'une certaine façon d'une écriture qui est un peu une écriture à risque. C'est-à-dire non seulement parce qu'elle nomme des personnes qui existent vraiment, comme souligne souvent Emmanuel Carrère, qui parfois met la barrière entre la fiction et la non-fiction, entre le fait de nommer vraiment des personnes qui existent dans la réalité, mais aussi par la matière dont elle traite. Euh, Concrètement, le sujet de ce livre est un sujet bien sûr dur qui interpelle tout le monde et où l'autrice expose un pan de sa vie privée qui est extrêmement délicat. Euh, donc la contemporanéité, l'écriture contemporaine a apporté aussi à la fiction et à la non-fiction euh, un parti pris qui, qui parfois met dans le devant de la scène non seulement la figure de l'écrivain, mais l'être humain, en chair et en os. Euh, je vais rapidement faire un petit retour en arrière sur l'autrice qui nous rend visite virtuellement aujourd'hui. Donc, Neige Sino est née dans les Hautes-Alpes en 1977. C'est là où elle a vécu son enfance. Vous connaissez maintenant son parcours de vie puisqu'il est raconté dans le livre, les études ensuite aux États-Unis, des études littéraires et finalement l'installation au Mexique où, si je ne me trompe pas, sinon vous vivez depuis une dizaine d'années, 18 ans peut-être, Oui, c'est ça, presque 20 ans. presque 20 ans au Mexique. Un intérêt aussi pour la littérature latino-américaine qu'on voit déjà euh, à partir du titre. Les gens qui me voyaient lire ce livre euh, étaient un peu étonnés du nom sur la couverture, mais après ils se rendaient compte qu'il s'agissait de juste un tigre, qui s'explique peut-être aussi dans la référence au poème de William Blake avec
cette ancienne de Tiger Tiger. Je pourrais aussi dire que vous n'êtes pas à votre première publication, puisque vous comptez déjà 3 heures. Donc il y a le camion et il y a la vie des rats de 2007, publiée chez La Tangente, qui est un label du Gallimard. Il y a le camion, donc publié chez Christophe Luquin en 2018. Et enfin, 2023, Triste Tigre, un livre qui a reçu énormément de prix. Peut-être celui qui a le plus de notoriété, c'est le prix féminin en 2023. Mais aussi, puisqu'on est dans le cadre du choix Goncourt, il y a le prix Goncourt des lycéens. Un livre qui a beaucoup touché un jeune lectorat, un livre qui a aussi, disons, été l'objet d'une controverse en Bretagne autour du retrait du CDI d'un lycée privé et qui a provoqué à Ploërmel, qui a provoqué la mobilisation de l'autrice. Euh, pour revenir au prix, quelque chose qui a attiré mon attention, c'est que moi j'ai le livre en 2 éditions. Une édition qui m'avait été envoyée par PEL et une autre qui est le résultat de l'achat pour les lecteurs argentins. Et au début, il venait avec ce bandeau qui indiquait prix Inrecuptible, prix Blue et prix littéraire du Monde. Mais quand j'ai reçu le nouvel exemplaire, le bandeau avait changé. Il y avait prix Goncourt des lycéens et prix féminin. Donc si je mets les 2 bandeaux, ça nous fait une impressionnante collection de prix qui couvrirait l'intégralité de la couverture. Bien. Euh, mais bon, là, on va entrer plus dans le vif du sujet. Il s'agit plus tellement des prix, mais de parler concrètement de l'œuvre et de l'écriture. Donc, Neige Sino, je vous cède la parole pour que vous puissiez saluer vos lecteurs et ajouter ce que vous aimeriez dire. Merci. Merci pour la présentation. Merci à vous tous et vous toutes d'être là. Et comme vous disiez, je trouve ça chouette, je trouve ça beau que même dans les instituts français et dans des endroits où on enseigne la littérature, qu'on essaie d'être en lien avec la littérature contemporaine. Je trouve ça beau que mon livre ait été lu dans des lycées. Je trouve ça intéressant parce qu'en général, on a toujours envie d'attendre pour être sûr que ce qu'on fait lire à des étudiants a passé un test qualité qui est le test du temps. Et moi, je suis une grande lectrice de littérature contemporaine. Et en fait, tant pis s'il n'y a pas ce test du temps et de qualité et qu'on lit des livres qui vont peut-être disparaître dans 10 ans, mais ça nous apporte autre chose, ça nous apporte une prise sur le temps présent et je trouve ça riche et moi, ça m'enrichit, donc je trouve ça chouette que vous déployiez toute cette énergie pour faire en sorte que ces lectures existent. Donc un grand merci pour ça et je vais recevoir des questions, non? Oui, 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 alors peut-être oui. je ne parle pas trop, mais oui, ça me fait très plaisir d'être en relation avec vous, des lecteurs-lectrices d'Uruguay et d'Argentine, pays que je ne connais pas, je suis jamais allée. Et pourtant, j'ai de nombreux amis, aussi bien argentins qu'uruguayens. Et en plus de ça, je ne sais pas si c'est visible dans ce livre, parce que j'ai dû faire en sorte de citer, de faire bien attention à ne pas citer tout et n'importe quoi, mais il y a certains auteurs qui ont des grandes influences pour moi, qui sont des auteurs euh, du Cono Sur. Merci beaucoup. On s'imaginait aussi que de par votre présence au Mexique et, euh, et de votre connaissance de la littérature latino-américaine, que les auteurs du cône sud vous avez marqué et aussi votre œuvre. D'ailleurs, nous sommes contents et je suis content de vous annoncer que le livre sera publié en espagnol et que
il- sa circulation sera élargie aux non-francophones. Et j'imagine, de par la parenté avec d'autres auteurs, que il trouvera vraiment son public. Donc, ce sera Oui, donc ça va être probablement. intéressant. Oui. Ça sort en 2024, en septembre. Et je vous raconte ça puisque je pense que c'est un point qui peut vous sembler intéressant. C'est ma traduction. C'est moi qui ai traduit le livre en espagnol parce que j'ai eu tellement de mal à publier ce livre en France. Ça m'a pris pratiquement un an que pour pas me désespérer pendant tous ces lettres de refus que j'ai recevais, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais pas réussir à le publier en France. Et donc, je le fais en espagnol et je le publie au Mexique. Et donc, quand j'ai trouvé un éditeur en France, la traduction existait déjà. Alors, évidemment, je vais travailler dessus, mais ça va être... C'est un texte assez curieux parce que moi, je ne suis pas traductrice vers l'espagnol. Mais en même temps, c'est le but de ma vie depuis 15 ans de réussir à m'exprimer dans la langue du pays dans lequel je vis, de réussir à faire un travail artistique en espagnol. Donc, voilà, il aura cette particularité-là, ce texte. Et le titre, je ne suis pas sûre de le garder. Si vous avez des suggestions, on verra. On laissera peut-être les Voilà. lecteurs à la fin nous suggérer des possibilités. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour nous tous parce que ça ouvre aussi des perspectives liées au grand moment du livre en Argentine, en Uruguay, par rapport au festival, salon du livre, puisque quand la traduction existe en espagnol, c'est souvent un argument de poids pour organiser des visites d'auteurs et des circulations régionales, même au-delà du cadre de notre choix Goncourt. Euh, mais bon, ça sera pour une deuxième étape. Nous allons passer à la première question. Je propose que ce soit une question du lycée français Jules Supervielle à Montevideo, qui sont nos plus jeunes lecteurs. Donc normalement, c'est un étudiant qui va prendre la parole. Oui, On vous bonjour. écoute. Ah, pardon. Bon, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer à tous. Et je suis Juan Muñoz et ici nous sommes la classe de HLP en terminale au lycée français de Montevideo, Jules Supervielle. On a tous ensemble rédigé une question et nous aimerions savoir si le livre fini correspond-il à celui que vous aviez en tête au début de son écriture. Oui, c'est très curieux, c'est très étrange. C'est un livre que je ne voulais pas écrire, hein, je l'explique dans le livre. C'était vraiment pas un projet que j'avais dans ma vie d'écrivain d'écrire à la première personne, d'écrire un livre autobiographique. J'ai lu Annie Ernaux très très tard, ça m'intéressait pas du tout l'écriture autobiographique. Et c'était pas du tout mon projet de faire ça. Mais quand j'ai écrit le début de ce livre et quand j'ai vu qu'il se produisait ça dans mon écriture, et j'ai eu comme un espèce de déclic où je me suis dit, voilà le livre que je peux faire, est-ce que je le fais ou pas? Et quand j'ai pris la décision, oui, je vais le faire, j'ai eu une idée très très claire de comment il allait être fait. Et quand j'ai pris cette décision-là, quand j'ai vu que ça allait être comme ça, que j'avais trouvé une voie, que j'avais trouvé une forme qui me permettait de parler à la première personne sans être enfermée dans cette première personne, de pouvoir, que cette première personne, que le jeu qui parle, il puisse aussi faire des analyses littéraires et faire des digressions et être différemment que simplement un récit de vie. Quand j'ai su qu'il y avait ça, ça s'est emballé et il y a plein de choses qui se sont mises en place dans ma tête et le livre existait pratiquement tel qu'il est. Alors après, il se passe des surprises en chemin. Mais je suis quelqu'un j'ai l'habitude quand même de travailler beaucoup la structure. Donc la structure du livre, ce format-là, qui, qui est comme un... Je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais je savais dès le départ que je voulais pas faire des chapitres où tout serait contenu. Je voulais pas faire l'histoire, deux, je vais analyser le silence des proches, trois, je parle de ça.
le fait que les thèmes allaient venir et revenir comme une espèce de spirale comme ça c'est quelque chose que j'ai conçu, c'est contenu dans la proposition du livre. Après, il y a toujours des petites surprises, heureusement, parce que sinon on pourrait pas, je pense, on pourrait pas tenir l'intensité. C'est dur d'écrire quand même. Donc il y a un peu un plaisir qui est celui des surprises qu'on a en cours de route, mais j'en ai pas eu énormément. J'ai eu des surprises dans le travail de la phrase, on va dire, ou dans des petites choses. Mais la structure du livre était pour moi très très claire. Et c'est étonnant parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que c'est un livre qui est écrit un peu comme un brouillon ou un chaos. Et ça me vexe pas du tout. Au contraire, ça me fait un peu plaisir que quelque chose qui soit très très structuré pour moi puisse avoir l'air de quelque chose qui est fluide, qui vient comme ça d'un seul jet. Parce que c'est pas vrai et parce que ça veut dire que j'ai réussi à induire un rythme de lecture qui fait qu'on ne voit plus ces structures. Oui, une question. Ok. Oui, oui, Merci beaucoup. excusez-moi. Non, non, rien. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose en réaction à la réponse? Non, non. Bien, donc c'est une question qui en fait traite, traite directement ou qui est peut-être suscitée par un livre qui se réfléchit lui-même, puisque c'est le côté méta de cette écriture qui se pose la question de l'écriture pendant qu'elle se déroule. Ça m'a fait penser, en fonction de la question et de la lecture, à cette phrase célèbre de Stendhal sur le roman qui est un miroir qu'on promène au long d'un chemin. Et là, j'avais plus l'impression que le miroir ne reflétait pas tellement le visage, mais la main en train d'écrire, qui se posait la question de comment raconter ça, comment ce livre va s'écrire. Euh, donc, bien sûr, c'est une interrogation qui vient au lecteur assez rapidement dans la lecture. Nous allons traverser maintenant les Rio de la Plata pour aller aux universitaires, à l'université de Buenos Aires, donc la UBA. Euh, c'est une question qui va venir de qui? Je vois Lucia qui est une des encadrantes. Lucia, est-ce que c'est un étudiant qui va la poser? Est-ce que c'est toi? Peux la poser moi parce que je vois, te vois toi là dans l'écran. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Je sais qu'il y en avait d'autres, mais je ne sais pas maintenant s'il y a, mais je veux passer la. Pour ceux qui Et, voudraient voir les autres, je ne sais pas si vous l'avez en espagnol, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais à l'angle là, des fenêtres, vous avez une icône qui est formée de 9 petits carrés et qui vous permet de changer la vue. Et une des vues, c'est Galeria ou Galerie, et ça vous permet de voir tout le monde. d'accord, alors j'y vais. Et Oui, alors, j'ai une question. D'abord, je vais remercier beaucoup cette rencontre parce que ça nous permet, je pense que les lecteurs, on pose toujours des questions au livre, mais et on les répond avec d'autres lectures, on les répond avec de la critique, on les répond avec des concepts théoriques, mais maintenant, on a l'opportunité de poser vraiment des questions sur le livre. Alors, nous, depuis l'UBA, on avait pensé à 2 questions. Je pense on a une qui va être posée et qui a déjà été un peu posée par les étudiants de l'Uruguay. Et alors, j'y vais par la deuxième question. C'est plutôt une question qui se pose sur le livre comme objet, parce que ce qui nous a apparu comme intéressant, c'est que dans la 4e de couverture du livre, je ne sais pas si tout le monde a eu accès à la 4e de couverture. Tu veux que j'ai une photo, si tu veux, je peux la partager. Et oui, sinon, volontiers. et alors, tu dois, je pense, ici.
Et, Oui. alors, en général, ça va? Vous voyez? C'est bon. D'accord. Et alors, en général, dans la quatrième de couverture d'un livre, il y a des informations sur l'intrigue ou sur l'auteur. Et ici, il y a une sorte de confession, c'est à la fois l'espoir en la littérature et un peu aussi l'histoire de la perte de cette foi, de la prise en conscience que la littérature ne sauve pas. Et je voulais savoir un peu si vous avez, si vous avez conçu ce petit texte comme faisant partie de l'œuvre et s'il y a eu une sorte de négociation avec les éditeurs pour opter pour ces mots sur la quatrième de couverture et ne pas aller pour un texte plus commun. Oui, merci pour la question. Alors, c'est une citation d'un passage du livre. C'est un passage qui est à l'intérieur du livre. Et exactement, c'est ça, c'est une négociation qui a eu lieu avec l'éditeur. Mon éditeur n'avait pas du tout envie, il n'avait pas du tout la perception que ce livre était un témoignage sur l'inceste. Et c'est une des premières choses qu'il m'a dit quand il a reçu mon livre. On ne se connaissait pas, hein, il a reçu mon livre par Internet et l'a lu. Et il m'a dit, je vois bien que c'est votre œuvre personnelle, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un livre littéraire. Et je trouve ça important, je trouve ça beau, mais je sens que ce livre, il doit rester sur une ligne de crête, sur une frontière, parce que parfois on se réfugie aussi dans l'idée que c'est de la littérature, ça n'est pas sale comme la vraie vie. Et moi, je veux pas renoncer non plus à cette honte et à cette souillure que représente ce texte en tant que témoignage d'une victime qui a été violée. Donc on a été sur la négociation de, effectivement, en plus de ça, moi je ne suis pas connue en France, donc personne ne sait que j'ai écrit d'autres livres. Bon. Donc on a un livre qui se présente à des lecteurs qui ne connaissent pas l'auteur comme un livre qui va peut-être être violent, qui vont pas avoir envie de lire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on cache le plus possible que c'est une histoire d'inceste, ou est-ce qu'au contraire on présente ça comme un témoignage? C'était des questions assez difficiles, et on a eu la même question sur le titre. Donc on a fait, voilà, on a proposé, il y avait plusieurs possibilités. Moi j'ai proposé plusieurs petits extraits, ou même un tout petit truc que j'avais écrit aussi, mais qui avaient tous un peu ce même but là, c'est-à-dire de présenter la complexité de ce texte, qui n'est pas noir ou blanc, qui n'est pas l'histoire d'une fille qui a été violée, qui n'est pas un essai sur l'inceste, qui n'est pas, je ne sais quoi, c'est pas, il y a plein de choses que ça n'est pas. Et donc, voilà, cette quatrième de couverture que j'ai aussi moi sous les yeux, elle indique quelque chose qui pour moi est central dans le livre. C'est un livre qui questionne la relation entre le traumatisme et la littérature, qui démonte le cliché il sera sauvé par la littérature, parce que c'est ce qu'on attend en fait pratiquement automatiquement d'un livre sur un truc traumatique, c'est de finir par j'ai été sauvé par la littérature. Et en fait, moi, ce cliché, c'est quelque chose qui m'a pendant longtemps été une oppression. Donc je voulais aussi me libérer et libérer mon lecteur de cette oppression. Et je me disais, pourquoi ne pas le lancer comme une piste de réflexion, et que celui et celle qui veulent lire le livre, il le lit en étant porté par un titre qui ne parle pas concrètement du viol, de quelque chose d'énigmatique, et par cette idée de OK, la littérature l'a pas sauvé, dans ce cas-là, pourquoi ce livre? Parce que c'est un livre qui dialogue avec le lecteur, la lectrice depuis le début, et moi je voulais que ce dialogue, je trouvais que c'était intéressant que ce dialogue, il ait toujours cette espèce d'idée. C'est pas seulement un truc que je fais moi en écrivant, où je me dis mais pourquoi j'écris, comment j'écris, parce qu'on fait toujours ça quand on écrit un livre, mais je voulais que le lecteur et la lectrice se posent cette question. Pourquoi je lis ça? Pourquoi elle écrit ça?
pourquoi j'arrive pas à répondre à cette question et je lis quand même. Je trouve que c'est ce qui fait la particularité, c'est ce qui fait l'énergie de mon livre. Et donc, c'est pour ça que je voulais mettre ça sur la quatrième. Souvent, c'est les éditeurs qui choisissent la quatrième de couverture, mais moi, j'ai eu la chance qu'on m'a consulté sur tout. Et donc, ben, si on me consulte sur tout, je choisis tout, quoi. Voilà. Oui, c'est très bien. Je vous remercie parce qu'il y a un critique qui dit que ces négociations sont un peu comme la face cachée des livres. En général, les lecteurs, nous n'avons pas accès à ces négociations qui finissent dans les livres. Dans mon cas, il n'y a pas eu grand-chose, hein, parce que c'est un éditeur qui... j'ai pas eu de correction, par exemple. Enfin, j'ai fait beaucoup de corrections moi-même, de mon propre choix, d'essayer d'affiner mon travail, mais on m'a rien demandé d'enlever, on m'a rien suggéré de faire. C'est la chance qu'on a avec un éditeur indépendant qui prend les textes tels qu'ils sont, il prend ou il prend pas. Donc, voilà, on n'a pas essayé de m'imposer quoi que ce soit. Et au contraire, toutes ces décisions, c'est beau d'avoir un interlocuteur. Souvent, quand on écrit, on cherche un interlocuteur. Euh, donc, un éditeur, c'est vraiment un interlocuteur privilégié. Et moi, j'ai attendu pendant tellement d'années avant d'avoir cet interlocuteur que pour moi, c'était fabuleux de pouvoir échanger. Et si je peux revenir un tout petit peu sur la question d'avant, parce qu'on parle de cuisine là, hein, de comment un livre s'élabore. La question que m'ont posée les lycéens, j'ai l'impression que c'est une question euh, qu'on peut se poser quand on est jeune et qu'on a envie d'écrire. Et je voudrais pas donner une fausse impression. L'inspiration, le livre, il vient pas tout fait dans ma tête, hein. Quand j'ai répondu tout à l'heure comme ça, je vous ai répondu dans le sens où je voulais expliquer que je n'ai pas écrit le livre au fur et à mesure et on va voir ce qui va se passer. Mais comme la plupart des auteurs, les choses, ils ne nous arrivent pas tout fait comme ça et on est un génie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est c'est parce que j'avais déjà beaucoup écrit et beaucoup travaillé avant et que j'avais des brouillons de textes euh, que j'avais pensé avant et qui ne rentraient dans rien, qui tout d'un coup, je me suis dit, ah, je vais pouvoir me servir de ça. Ah, je vais me servir de cette lecture de Nabokov. Ah, j'ai déjà écrit un texte sur je ne sais quoi. J'ai même cité des choses que j'avais écrites moi-même il y a 20 ans. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'entends aussi dans votre question, c'est comment ça se passe quand on écrit un livre? Comment ça se passe quand quand on a un projet comme ça? Et souvent, ça prend très, très, très longtemps. Donc, je ne veux pas mentir en disant que le livre m'est arrivé tout fait. Simplement, ça fait tellement longtemps que je réfléchis et que j'écris des livres que parfois, on a la chance qu'il y a un petit miracle qui se produit et que tout d'un coup, toutes les choses sur lesquelles on a des difficultés et on ne sait pas comment on va les dire et on ne sait pas comment on va les utiliser, tout d'un coup, il y a une forme, il y a une voix qui se crée. Et comme moi, je lis beaucoup de livres, ça fait très longtemps que je lis des livres, et que je lis mes propres écrits, on reconnaît en fait. On reconnaît quand on a quelque chose d'intéressant. Oui, cette question de J'arrive. de la quatrième de couverture et et de l'attente de, de l'auteur sur un peu le début du livre et l'objet final interpelle deux aspects. Le livre, tel que Lucie l'a bien dit, l'aspect quasiment matériel de l'ouvrage et ensuite le trajet de cette écriture qui peut partir de brouillons, d'intuitions, d'autres textes, dialoguer avec d'autres textes. On voit que vous proposez une lecture très fine de Lolita. D'ailleurs, je me suis retrouvé l'autre jour à lire quelque chose sur Lolita. Je me disais, où est-ce que j'ai lu récemment une analyse très pertinente? Donc, je vous remercie d'avoir fait référence là à l'instant. Pour ceux qui ont lu le livre en PDF, puisque ils ont mis assez longtemps à arriver ici, en Argentine, pas en Uruguay. Donc, je vous rappelle que en termes de vocabulaire du livre, là, vous avez la couverture et
ce qu'en espagnol on nomme la contratapa ou la contraportada, c'est bien le 4e de couverture. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu matériellement, l'image que Lucia nous a partagée vient d'ici et c'est parfois le premier abord qu'un lecteur avec un livre qu'il découvre en librairie retourne. Et c'est vrai que, comme vous l'avez bien dit, cet extrait met le projecteur sur l'aspect littéraire et beaucoup moins sur l'aspect cru du fait divers ou des fêtes. Euh, et on voit que tout le récit est traversé par la littérature, que ce soit les contes de fées, que ce soit Gabriel Infante ou William Blake. On est dans le littéraire. Et voilà aussi pourquoi la question du genre est complexe et compliquée. On parle de récits, d'autofiction, de romans. euh, et les auteurs eux-mêmes déjà ne se mettent pas d'accord entre eux sur comment nommer ça, mais parfois n'arrivent pas non plus à une conclusion. Euh, donc, sans plus tarder, on va passer à nouveau en Uruguay et on va écouter l'Alliance française de Montevideo, qui nous avait envoyé 4 questions très intéressantes, mais pour l'instant, on va écouter une. Donc, je laisse à l'étudiant de l'Alliance française de Montevideo de se manifester. Oui, bonjour. Alors moi, je suis la référente du groupe parce que j'ai un jury un peu timide qui m'ont lancé un petit D'accord. peu, c'est toi qui t'en occupe, mais je vais lire leurs mots à eux. Donc, je vais commencer d'abord par vous remercier, Neige, pour cet espace de dialogue. On a beaucoup, enfin, les échanges ont été très riches pour pouvoir trouver des questions. C'est pour ça qu'on n'a pas pu trop s'en tenir à deux et que c'est un peu difficile d'en choisir qu'une. On a beaucoup parlé notamment du rapport entre le témoignage et la fiction. Et c'est finalement cette question que je vais vous lire qui a été retenue, ce qui fait un peu écho à la question d'avant, puisque vous dites ne pas avoir écrit Triste Tigre dans un but thérapeutique. Donc, comme on l'a vu, la littérature ne vous a pas soigné, mais néanmoins, on voulait savoir, est-ce que vous avez ressenti un certain soulagement une fois le livre terminé, ou au contraire, est-ce que cela a ravivé les souffrances et le traumatisme que vous avez traversé? Et l'accueil aussi par le public du livre, ce que ça a pu vous réveiller en vous ou au contraire vous asséréner. Oui. Alors, quand je dis ça, que j'écris pas dans un but thérapeutique, c'est vraiment pas. C'est d'une très grande clarté pour moi. Je n'écris absolument pas dans un but thérapeutique et je sais très bien que ça va pas me soigner et que ça va pas me faire du bien. Parce que je suis sur un autre plan. Quand je me projette dans l'écriture de quoi que ce soit, et ce livre-là, il s'est produit exactement comme les autres livres, je pense pas à mon histoire. Mon histoire, c'est un matériau. Je pense à écrire un livre. Je pense à écrire le meilleur livre possible. Et tout d'un coup, je me rends compte que un livre m'arrive là, où le matériau, malheureusement, c'est ça. Et c'est un matériau que j'ai jamais refusé d'utiliser, hein. J'écris beaucoup de choses en fait. J'ai pas eu beaucoup de chance, j'ai pas trouvé. Bon, je vis très loin à l'étranger, je viens d'un milieu où on n'est pas dans la culture, enfin bref. Mais j'ai écrit beaucoup de livres et j'écris beaucoup sur le viol, sur la maltraitance, sur la résilience, sur le trauma. C'est pas un truc que je me suis interdit de faire. Mais et d'ailleurs, je pense que puisque j'ai vécu ça, j'ai un point de vue qui est intéressant en tant qu'écrivain là-dessus. Mais franchement, non, pas de soulagement du tout. C'est vrai qu'il y a des moments où ça ravive le traumatisme, de se plonger dedans. Mais il n'y a pas que l'écriture qui ravive le traumatisme, hein. Quand j'entends autour de moi qu'une petite fille s'est fait violer, quand je suis dans un groupe de femmes et quelqu'un raconte ses souvenirs, voilà, ça aussi, ça ravive le traumatisme, hein. Quand j'ai lu, par exemple, le livre de Margot Fragoso, je voulais pas le lire parce que je savais que ça allait pas me plaire. J'avais fait des cauchemars pendant une semaine de son propre agresseur.
Donc, je ne suis pas complètement distanciée, je ne suis pas complètement non plus, c'est pas qu'il m'arrive rien. Mais voilà, pour ma vie personnelle, évidemment que ça cause plus de problèmes que de bénéfices, hein, que cette histoire-là soit encore une fois le centre de l'attention dans mon village et partout ailleurs. Donc non, l'aspect thérapeutique, franchement, j'ai pas l'impression. Mais c'est vrai que la réception très bonne du livre, euh, la valorisation qui est faite par les lecteurs, lectrices, par le fait que ce livre a gagné plein de prix, euh, ça donne comme une image très positive, non seulement du livre, mais de ce que j'ai fait. Le courage d'utiliser cette expérience atroce comme un matériau, d'oser dire, j'ai vécu ça comme des centaines de milliers d'autres personnes, et ça n'est pas moi qui dois avoir honte. Et le fait de parler, le fait de ne pas maintenir ça sous silence, normalement c'est ça qui crée la honte, c'est ça qui crée l'humiliation, le fait qu'on mette tellement en valeur mon livre et qu'on dise que c'est important, que ça ouvre des portes, que ça fait comprendre des choses, que ça permet d'avoir des conversations, euh, là il y a un côté thérapeutique pour moi, mais pas que pour moi, je pense. Et parce que c'est un truc dont on a besoin, nous tous en fait, d'oser d'oser considérer que les gens qui ont été violés, c'est pas des sous-personnes, quoi. C'est pas des marginaux, des parias. Ce sont des personnes qui font partie de la société, qui ont vécu quelque chose d'atroce et qui ont dont l'expérience n'est pas communicable et en même temps, il faut la communiquer. Donc, il y a un effet collatéral là du succès du livre que je n'avais pas imaginé et que j'ai compris un peu au travers aussi des gens qui viennent me parler, qui viennent me dire je suis fière de votre livre. Comme s'il gagnait une dignité à travers ce livre. Et donc, un peu à travers moi. Enfin, le livre, c'est un objet transitionnel où je... Donc, il y a un effet un peu là qu'on peut dire, je ne sais pas si je dirais ça thérapeutique vraiment, mais il y a quelque chose qui me fait du bien dans le succès du livre et la réception qu'il y a là. Merci pour cette question. Merci à vous. Mais la question de la réception est particulièrement pertinente puisque le livre sort d'une certaine façon si on peut l'appeler comme ça, une zone de confort qui est le milieu littéraire français. Et maintenant, il touche beaucoup de pays dans le monde à travers les différents choix Goncourt, des domaines parfois très éloignés, d'autres culturellement relativement proches, comme est le cône sud. Et c'est vrai que le dialogue qu'il va entreprendre maintenant, c'est avec d'autres contrées, d'autres univers imaginaires. Euh, mais bon, on a déjà un avant-goût avec ce retour des lecteurs qui ont l'air particulièrement intéressés par le livre. Euh, nous allons passer à l'autre alliance française maintenant, c'est l'alliance française de Buenos Aires. J'ai vu plusieurs étudiantes connectées. Là, je vois avec le compte de Carole. On vous entend pas encore. Je ne sais pas si le micro est activé. Non, Ah vous... là oui, c'est bon, on vous entend. Bonjour, bonjour Mathéo, merci. Merci Inès Justino aussi pour cet espace d'échange, pour cette opportunité. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je vais poser la question au nom de lecteurs et lectrices de l'Alliance française de Buenos Aires. On a retenu 4 questions, c'est difficile d'en choisir une, mais bon, je vais commencer par celle-ci. Votre livre réunit et juxtapose divers types de formats narratifs. J'en cite quelques-uns, le récit des souvenirs, des références aux critiques littéraires, des citations de différents romans, des vers, des poèmes personnels ou d'autres auteurs, tout comme des extraits du compte rendu du tribunal qui a mené le procès de votre beau-père.
Donc la question c'est, cette cohabitation de multiples matériels d'archives rédigés autour d'un événement fait-elle preuve d'une impossibilité à raconter la totalité des faits et à clôturer leurs interprétations? Oui, 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 un peu. C'est un peu l'idée. Quand je dis aussi sur la quatrième de couverture que la littérature m'a pas sauvée, c'est aussi parce que je sais depuis le début que je vais pas pouvoir clôturer ou que je vais pas trouver une réponse. Puisqu'en plus de ça, c'est un questionnement que je traîne depuis toute ma vie, hein, puisque c'est des événements qui me sont arrivés quand j'étais enfant. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, on va dire, et depuis le premier viol, il s'est presque passé 40 ans. C'est passé toute ma vie à me poser cette question. Donc, combien de temps je vais vivre encore? Allez, au maximum 40 ans. Je vais continuer à me poser encore, pas nécessairement les mêmes questions. Et c'est ça que je voulais montrer aussi. Il y a une évolution dans le temps de la façon dont on se pose la question. Mais oui, 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 je voulais montrer, enfin pas vraiment, je voulais pas montrer, mais je sais que quel que soit l'angle à travers lequel je vais l'aborder, c'est pas suffisant. Les comptes rendus de procès, c'est pas suffisant. Un extrait de journal, c'est pas suffisant. Des lectures théoriques, rien n'est suffisant. Donc, il y avait ça. Mais il y avait aussi, depuis le départ, la forme, la voie que j'ai trouvée, c'est de me dire, j'ai imaginé ce texte comme, ça n'est pas un récit, je ne vais pas raconter un truc, je vais raconter ce qui se passe aujourd'hui dans ma tête quand je pense à ça. Quand, pour une raison, comme je disais tout à l'heure, hein, souvent je suis dans un groupe féministe et il y a des histoires de viol, qu'est-ce qui m'arrive là quand je suis seule dans ma voiture et que je repense à ça et que j'analyse ma propre histoire et que j'essaie de la connecter avec d'autres histoires? Mais il y a il y a toutes ces choses-là qui viennent. Un coup, il y a les faits concrets, un coup, il y a des souvenirs traumatiques, parfois, il y a des histoires d'autres personnes, parfois des romans que j'ai lus. Donc, mon idée, c'était que ce magma-là, toutes ces choses-là, elles puissent faire que la lectrice qui va lire mon texte, son expérience de lecture, c'est de passer par ce qui se passe dans ma tête. C'est pas nécessairement qu'elles connaissent mon histoire, évidemment, puisque, bon, on va la connaître, l'histoire, mais ça m'importait pas, en fait, qu'il y ait des lacunes dans tout ça. Ce que je voulais, c'était transmettre une expérience obsessionnelle, parce qu'il y a un côté un peu obsessionnel, non, comme vous le dites, hein, il n'y a pas de clôture et il n'y en aura jamais. Qu'on puisse faire cette expérience-là, parce que c'est, pour moi, euh, c'est la chose la plus qui ressort le plus par rapport à c'est la plus grande conséquence pour moi, d'avoir été une victime d'inceste, c'est que je n'en sors jamais et c'est de quoi je sors jamais? De cette obligation que j'ai de me questionner sur ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Betsavé, donc pour l'Alliance française de Buenos Aires. Nous voyons aussi dans les différentes questions des thématiques qui reviennent, la littérature et la rédemption, et donc de son échec pour cela. Je ne peux pas éviter de faire le parallèle, même si c'est des sujets absolument différents, mais avec ce qu'on appelle la littérature concentrationnaire. Puisque vous avez parlé aussi d'obsession, on voit des auteurs comme Primo Levi ou Georges Saint-Prin ou Jorge Semprún qui reviennent constamment, parfois sur la même scène. Et dans ce même domaine, l'idée disons, de la rédemption par l'écriture est aussi très souvent rejetée. L'écriture, si, mais elle n'a pas une fonction de sauvetage. Euh, nous, nous allons maintenant revenir en Uruguay. Même si on n'a pas reçu, je pense que faute de temps, les questions de l'Université de la República, de la UDELAR et du IPA Artigas. J'imagine qu'il y a bien des étudiants ou des encadrants qui sont connectés, donc vous êtes invités
à lever Oui, la main. c'est moi le porte-parole. Ah, très bien. Gerardo, on Alors, t'écoute. alors d'abord, j'aimerais vous féliciter pour le livre. Personnellement, c'est un livre que j'ai vraiment aimé. Et aussi pour les prix que vous avez gagnés, c'est bien mérité. Une autre question, c'était, vous parlez beaucoup dans le livre sur la manière dont les abus sexuels font partie inexorablement de la personnalité des victimes et aussi des agresseurs. Avec ce livre, vous écrivez sur de nombreux aspects du viol et ses conséquences. Je me demande si écrire sur cela fera en sorte que vous soyez étiqueté comme l'écrivaine qui parle du viol et si cela déterminera inévitablement votre profil d'écrivaine. Seriez-vous à l'aise avec une telle étiquette? Y a-t-il moyen de l'éviter? Chercheriez-vous à l'éviter? Merci pour cette question, mais oui, ben, c'est une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas écrire ça, hein. Parce que je ne veux pas être Madame Inceste. Bien sûr que non. Qui veut? Qui veut être ça? Personne ne veut être ça. Et je pense que c'est pour ça que j'ai mis si longtemps à écrire un livre comme celui-ci. Et la décision finale que j'ai prise, c'est de me dire tant pis. Comme j'ai un... Si j'ai eu... Comment vous dire? Ça fait très longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça fait très longtemps que j'écris. J'ai reçu beaucoup de lettres de refus et j'ai jamais douté de ma vocation. Je sais que je peux écrire. Je sais que je suis écrivaine. Très longtemps. Et pendant de très nombreuses années, il n'y a que moi qui le savais. Donc je sais que je ne suis pas Madame Inceste. Et si les autres vont mettre cette image sur moi, il va falloir que je me débrouille pour que ça ne m'affecte pas. Ça les concerne eux. Il faut que je me débrouille pour me protéger un peu de toutes ces choses qui vont m'arriver de l'extérieur. Et on ne peut pas s'en protéger complètement. Mais ce que je fais en tout cas pour l'instant, c'est que j'essaie de me dire, j'ai maintenu ma vocation, alors ça semble un peu un truc religieux, mais j'ai maintenu comment dire, mon choix bizarre. C'est quand même bizarre hein, de vouloir être écrivain quand on n'a pas d'éditeur, quand personne attend de vous d'écrire quoi que ce soit. J'ai maintenu ça sans que personne me lise pendant tellement d'années. Je dois pouvoir être capable de maintenir ça maintenant qu'il y a un succès autour d'un livre. Donc, voilà, personnellement, non, par rapport à moi-même, où il y a quelque chose là qui s'approche de moi et dont je n'ai pas envie, il y a ça. Après, il y a aussi, c'est toujours bizarre les trucs de honte parce qu'il y a en même temps de la honte et en même temps de la fierté. Je porte là quelque chose qui n'est pas qu'à moi et qui est, en même temps, je suis fière d'être la fille qui a osé parler de l'inceste. Et je ne suis pas la seule, hein, il y en a plein qui ont osé parler de l'inceste, hein, mais je suis fière de faire partie de ce groupe de personnes, hommes et femmes, qui osent mettre ça sur la table. Donc c'est assez bizarre. Mais je pense que quand là, je suis en train de travailler à nouveau sur un autre livre qui n'a rien à voir avec ça, quand je suis seule devant mon travail, ma feuille, quoi, rien n'a changé. Les difficultés sont les mêmes. C'est des difficultés qui ont à voir avec écrire une phrase juste, avec concevoir une structure qui fonctionne. Donc ça me rassure en fait de me remettre à travailler et de me rendre compte que pour l'instant en tout cas, je me sens obligée de rien. Et, et cette image-là qui me faisait peur, elle m'atteint pas autant que j'en avais peur au départ. Merci beaucoup pour la réponse. Merci Gerardo. On va se déplacer un peu de l'axe Montevideo-Buenos Aires pour faire 40 kilomètres. Je pense que c'est la distance à peu près à la ville de La Plata. À l'Université nationale de La Plata. J'ai vu qu'il y avait Julia
Saparat. Je ne sais pas si c'est Julia ou quelqu'un du groupe qui va parler. Oui, bonjour Mathé. En fait, c'est l'une des filles des étudiantes dans l'université qui va parler, c'est Natacha. Mhm. Ah oui, Euh, donc, je laisse la parole à Natacha. Natacha, où es-tu? Ici. Ah voilà, c'est juste pour Voilà, ajouter l'épingle pour que tu sois, voilà, avec une fenêtre plus grande que les autres. Bien, on t'écoute. pour commencer, enchantée, Neige. Euh, merci d'être ici avec nous. Voilà, on voulait vous demander, enfin, on avait plusieurs questions, mais on a décidé de vous demander pourquoi les livres sont-ils qualifiés comme romans et non comme autobiographie ou autre, voilà, ou récit. Et, vu que vous avez signalé sur le roman, je n'ai pas la citation maintenant, mais vous avez signalé que le roman, il avait une place plus prestigieuse que celle de l'autobiographie. Donc, on voulait savoir si c'était une décision de la maison d'édition ou une décision à vous et pourquoi. D'accord. Alors, c'est pas un roman, ça n'est pas, même sur nulle part c'est indiqué roman, hein. Pour moi, c'est pas du tout un roman parce que je crois que le roman, c'est une œuvre d'imagination. Donc là, il y a quand même vraiment un côté où ça n'est pas une œuvre d'imagination et c'est très important. Pour moi, puisqu'en plus j'habite ici en Amérique, c'est très simple, hein, c'est une no fiction narrativa, no fiction creativa, narrative non-fiction. Le problème, c'est qu'en France, ça n'existe pas encore vraiment ça. C'est en train de se développer, mais cette catégorie-là, il y a très peu de maisons d'édition qui ont une case pour la non-fiction narrative, même quand on dit ça ne veut rien dire pour les gens en fait. Mais pour moi, évidemment, ça n'est pas un roman. Alors en France, c'est assez étrange. On a l'habitude maintenant, depuis quelques années, une dizaine d'années, de catégoriser des textes qui sont autobiographiques, basés sur des faits vrais. On dit récit au lieu de roman. Ce qui est très très étrange parce qu'un récit, je sais pas, dans le terme de récit, relato, c'est vraiment ça indique une construction narrative dans la parole elle-même. Et bizarrement, là, dans ces catégories, alors il y a une autre catégorie qui est celle de documents, qui est assez questionnable aussi, qui est assez intéressante. Alors voilà, j'ai eu la chance d'avoir une maison d'édition qui n'a pas de collection récits, documents, fiction, poésie. Donc on a pu publier le livre sans dire qu'est-ce que c'est. Et je crois que c'est important parce qu'au fur et à mesure de la lecture, c'est un petit jeu que j'ai avec la lecteur et la lectrice, de lui dire ce que vous êtes en train de lire, qu'est-ce que c'est pour vous? Vous voyez bien que ce n'est pas un roman. Est-ce que vous pensez que c'est un essai? Est-ce que vous avez l'impression que je raconte ma vie? Enfin, tous ces moments où je questionne l'hybridité de ce texte, et c'est des questionnements sérieux. C'est un questionnement sur la forme qui est important, mais c'est aussi un petit jeu. C'est aussi, je pense, toutes ces choses-là, tout ce côté méta, comme on disait tout à l'heure, qui me permet d'aller au bout de quelque chose qui est très douloureux. D'avoir aussi ce côté un peu ludique et un peu où on est conscient qu'on a cette forme qui nous permet d'aller à droite, d'aller à gauche et qu'on peut la questionner et qu'on peut jouer avec. Le mot de témoignage me semblait intéressant. Au début, je l'ai beaucoup rejeté et je change d'avis au cours du livre. Au début, je l'ai beaucoup rejeté parce que je voulais pas que mon travail, qui pour moi est un travail artistique, soit considéré comme de la sous-littérature, comme moins bien que quelque chose que j'aurais moi-même imaginé. Par les autres, mais par moi-même. Moi-même, je considère que raconter ma vie, c'est moins bien que d'inventer une histoire. Et donc, je me questionne en cours d'écriture à me dire pourquoi est-ce que tu crois que c'est moins bien? Qu'est-ce qui fait que tu considères que ce que tu as vu, parce qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Pourquoi est-ce que toi-même, tu considères que ce que tu as vu, c'est pas important?
à quel point j'ai intégré moi-même voilà, cette blessure sociale qu'on m'a imposée, puisque j'ai grandi comme nous tous dans le silence, à ne pas dire certaines choses, à considérer mon expérience comme pas valable. Est-ce que je pourrais pas au contraire retourner ça et me dire qu'un témoignage, ça peut être de l'art? Et que si j'utilise cette chose-là, cette chose dangereuse, cette chose honteuse, cette chose dont personne ne veut parler, comme un outil pour explorer quelque chose de philosophique, dans ce cas-là, peut-être je vais me sentir moins mal et je vais être capable d'assumer cette catégorie-là du témoignage. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Ça va pas de soi. Merci. Merci, merci. Merci Natacha. La preuve que nous sommes dans une rencontre bien rioplatense, c'est la présence inévoque du maté devant Natacha. Ce qui est une autre chose qui nous unit avec nos voisins orientaux. Euh, la question du genre et de la réception est fondamentale lorsqu'on parle donc du Cône Sud, puisque à la différence de la France, la non-fiction est quand même quelque chose d'assez reconnu comme entité, Oui, bien grâce sûr. entre autres à des pionniers comme Rodolfo Walsh et au fait qu'une énorme quantité d'écrivains argentins sont aussi journalistes, chroniqueurs, et que la chronique est un genre en soi. Oui, je pense que toutes ces lectures-là latino-américaines, elles ont été très importantes pour moi. J'ai écrit un 4e livre, dont vous avez sûrement pas entendu parler. C'est un livre que j'ai écrit en espagnol sur des figures de lecteurs et notamment sur Ricardo Piglia, qui est un auteur sur qui j'ai beaucoup travaillé et qui est quelqu'un qui m'a été très utile pour toutes ces questions de forme. Donc, vous avez tout à fait raison. Et même dans les auteurs contemporains, par exemple, j'ai lu un cours d'écriture Diario de una princesa montonera, par exemple. Mhm. Et je trouvais très intéressant donc c'est aussi un texte autobiographique qui traite du traumatisme, qui traite de quelque chose de très sérieux, avec un espèce de sens de l'humour tragique qui m'inspire aussi alors moi j'ai pas le même sens de l'humour, hein, j'aimerais bien pouvoir faire ça, mais bon, c'est sûr que c'est impossible, ça a été impossible d'écrire un livre drôle sur les violences sexuelles faites aux enfants, mais n'empêche que toutes ces lectures-là, elles m'ouvrent des portes et me disent, puisque elle se permet de faire ça, c'est possible. Et beaucoup de lectures qui m'ont ouvert toutes ces chemins-là formels que je me permets d'emprunter, par exemple la question des archives aussi, ça vient de lectures que j'ai eues d'écrivains latino-américains. Deux auteurs justement qui sont un peu dans l'actualité, puisqu'il y a eu une réédition de Diario d'una princesa montonera de Mariana Eva Pérez, et que là vient de sortir un livre de conversation avec Ricardo Piglia, euh, qui est basé sur les conversations qu'il a eues avec le, le penseur, un peu un des experts des courants de gauche en Argentine, qui est Horacio Tarcus. Donc ça, c'est une nouveauté de ce mois-ci. Je vous enverrai ensuite la référence. Bien, nous allons, même si on a un peu dépassé le temps imparti, nous allons passer à la dernière question qui correspond au IP Artigas, donc Institut de professeurs, de formation de professeurs. Donc là, je ne sais pas qui est le référent, l'encadrant. Je vous demanderai tout simplement de lever la main virtuellement ou Euh, physiquement. euh, euh, je pense que c'est moi. En fait, parce que Avec deux casquettes. on a travaillé ensemble. Très bien. Euh, On t'écoute. Après les différentes réactions suscitées par la publication de ce récit, qui combine à la fois de nombreux prix et reconnaissances, et par exemple la suppression de la bibliothèque d'un exemplaire, euh,
pensez-vous que ce qui continue de prévaloir dans notre société, c'est le silence et déni des abus sexuels sur les enfants et de l'inceste en particulier, ou observez-vous des évolutions notables vers une dénonciation sociale solide? Je sais pas, j'ai l'espoir que quelque chose soit en train d'arriver. Je pense que le succès de mon livre, il se doit aussi à qu'il arrive par hasard à un moment où il y a cette conversation sociale en France, mais elle a déjà eu lieu. Il y a déjà eu des moments où tout d'un coup on a l'impression que ça s'ouvre et qu'on va enfin pouvoir parler de ce sujet et que ça va exister, et très vite ça se referme sur nous. Donc j'aimerais que ça soit vrai, j'aimerais que cette possibilité de parler de ça que j'ai, moi, quand je suis invitée à la radio, quand je suis invitée dans un lycée, enfin aujourd'hui avec vous, que cette possibilité-là, elle soit réelle en dehors de ce petit cercle euh, qui se crée là, chez les féministes ou dans des cercles littéraires, j'aimerais tellement. Mais en France, par exemple, il y a eu là, pendant les 3 dernières années, une commission euh, gouvernementale qui a été formée pour prendre en compte la parole des victimes. Une commission qui s'appelle la CIVIS sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Ça a duré 3 ans. Ils ont reçu 30 000 témoignages en 3 ans de personnes adultes. Ils ont réussi, à partir de ces témoignages, à avoir des chiffres validés sociologiquement sur l'ampleur de la gravité de ça. Et il y a en France, mais donc en France, bon, on peut l'extrapoler partout, hein, il y a un enfant sur 10 qui est victime d'abus sexuels dans son enfance. Une personne sur 10. C'est beaucoup. C'est un chiffre qui devrait faire qu'on en parle plus, qu'on prenne tout ça comme une priorité partout dans le monde. Parce que c'est pas, la France, c'est pas le pays où il y a le plus de violences sexuelles faites sur les enfants, hein. Ça, c'est une illusion. Moi, je vis au Mexique, j'entends des histoires tout le temps. Donc, et pourtant, ça n'est pas suffisant pour que ça devienne une priorité pour nous dans notre société. Donc, je sais pas, j'aimerais tellement que ça existe, qu'il y ait une porte qui s'ouvre. Parce qu'à partir du moment, comme le silence fait partie du problème, le silence et l'impossibilité d'en parler fait partie et du traumatisme et du problème social et de ce qui fait qu'on n'en sort pas, non? C'est un espèce de cercle vicieux. Donc si on sort du silence, on sort un petit, on fait pas tout, ça résout pas tout, mais enfin ça montre quand même qu'on est prêt à déconstruire ça, à déconstruire ce socle de la domination sociale qui commence pour nous tous dès l'enfance, même les gens qui n'ont pas été violés. Puisque si on considère qu'il y a une personne sur 10, ça veut dire qu'on est tous et toutes, depuis notre enfance, en contact avec des enfants qui vivent ça et qui n'en parlent pas. Mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on le sait pas, qu'un compagnon dans la classe va pas bien ou qui vit quelque chose de pas normal dans sa maison. On le sait tous, mais personne ne peut en parler. Donc ce truc-là, cette espèce de socle, c'est sûr que si on le fait, si on ouvre ça, qu'est-ce qui va se passer là dans notre société? Donc je comprends en fait que ça se referme sur nous et qu'on veuille pas. Parce que ça changerait tellement de choses. Tellement, tellement de choses. Mais et bon, voilà. Donc du coup, je réponds n'importe quoi, je peux pas répondre. J'aimerais que ça soit vrai, j'aimerais qu'on soit dans un moment où nos sociétés se rendent compte de la domination de l'enfant dans la famille, de la domination de l'enfant dans l'église, à l'école, dans toutes les structures où on le considère comme un objet qui est la propriété des adultes qui en sont responsables. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut nous arriver? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver au cours de ma vie? J'aimerais tellement. C'est beaucoup. Merci, merci à vous. À chaque fois, j'ai Excusez-moi, envie de vous renvoyer la question
questions, mais je sais qu'on n'a pas le temps, donc je ne le fais pas. Mais j'entends bien que ces questions, elles viennent de conversations qui ont eu lieu et que voilà, ce que je dis là, ça doit se refléter. Soit vous pensez la même chose, soit vous pensez l'inverse. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est déjà tellement fabuleux qu'on puisse, dans un groupe, se dire qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est dans une époque où le silence se lève sur les violences sexuelles ou est-ce qu'au contraire, on est très loin? Toutes ces conversations, alors là, on est dans un format où on ne peut pas le faire, mais je trouve ça merveilleux que ça ait lieu. Donc, merci aussi pour ça. Merci Fedaro, merci Neige. On devra intégrer l'idée de l'aller-retour avec les lecteurs. Il est vrai que dans le temps imparti, c'est un peu limité, mais il y a quand même quelque chose que je retrouve dans la question, dans la réponse, qui est, on était à peu près tous d'accord sur cette idée selon laquelle l'écriture ou le livre n'est pas une bouée de sauvetage, mais par contre, il a quand même une valeur à la fois documentaire et de conscientisation qui, euh, qui ne va pas à l'encontre du littéraire, c'est-à-dire que les deux peuvent absolument cohabiter. Et je pense que tous ceux qui avons lu le livre en est ressorti avec avec une prise de connaissance du phénomène accrue et par moments aiguë. Je ne sais pas si c'est amplement partagé, en tout cas c'est une intuition. J'aimerais bien sûr qu'on reste à discuter pendant des heures, mais nous avons tous des agendas, des engagements et des rendez-vous. Euh, donc, je voulais, Neige, vous remercier au nom de l'Institut français d'Argentine, de l'ambassade de France en Argentine. Euh, je vais quand même demander à mes collègues de l'ambassade de France en Uruguay de réactiver le son pour cette clôture. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un, un mot. En tout cas, je vous mets en avant. Mais non, merci beaucoup Mathéo, merci beaucoup Neige, ça a vraiment été très très intéressant cet échange, on aurait aimé le poursuivre. Je note dans les échanges que la question du genre du livre que je soulevais au tout début, je vois que c'était assez largement partagé par les autres lecteurs et lectrices. Et j'ai noté ce que vous avez dit, je pense que la question de la perception aussi de chaque lecteur, de chaque lectrice est importante à cet égard. Il y a la volonté de l'auteur et puis après son livre lui appartient plus complètement sans doute une fois qu'il est publié. Un très très grand merci. Moi, c'est un livre voilà, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup marqué. Et, je crois que c'est quelque chose qui est partagé avec beaucoup de lecteurs et de lectrices. Et merci de nous avoir consacré ce temps d'échange. Mais il nous reste à remercier aussi tous les lecteurs et lectrices, tous les encadrants et encadrantes qui font un magnifique travail d'accompagnement, de suivi, de modération. On est très content que vous ayez été très nombreux aujourd'hui, que vous ayez fait le travail de préparer des questions et surtout que vous ayez eu ce moment de partage avec l'autrice qui est assez unique. Nous vous partagerons en début de semaine prochaine, je pense, l'enregistrement, tant pour ceux qui aimeraient revoir des extraits ou la totalité, tant pour ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui et qui vous aimeriez le partager. On le mettra en ligne aussi. Et donc, on vous invite à nouveau pour la prochaine séance qui aura lieu lundi prochain avec Jean-Baptiste Andrea. On changera de lieu géographique. On ira en Italie, parler plutôt de sculpture, de différences sociales, de fascisme. Donc, un autre monde, mais qui est quand même tout près. Bien, merci beaucoup. Je vous Merci souhaite Mathéo bonne pour fin de semaine. l'organisation. Merci Merci Neige. beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Et au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.